Merci, Monsieur le Président. Donc, je remercie Sihat Mazridi en fait, de m'avoir associé à cette session sur la Covid. Et je remercie aussi donc, les organisateurs de la TOC donc, de donner cette session et de laisser aussi une séance ou bien une petite communication pour la pathologie tumorale. Alors, la pathologie tumorale, parler assez rapidement comme ça en une quinzaine de minutes pour toute la pathologie, c'est pas si simple. Mais étant donné cette session en fait d'exploration de la choroïde, et c'est ce qu'on a vu dans toute cette session, on va essayer particulièrement à faire accès à l'imagerie en fait multimodale et qui a donné en fait beaucoup d'avancées en fait diagnostiques et de surveillance pour la pathologie tumorale. La pathologie tumorale, on va le résumer essentiellement en deux grands chapitres, en fait, les pathologies bénignes et les pathologies malignes, en fait. Sur le plan lésions bénignes, on a ce qu'on appelle les nevus, l'hémangiomes et l'ostéome. Alors que dans le côté malin, on a essentiellement le malin, le mélanome malin, qui reste la tumeur intraoculaire maligne la plus fréquente chez l'adulte, et dans certains cas, les métastases. Alors, on commence par l'hémangiome choroïdien, qui est une pathologie en fait vasculaire relativement rare, qui n'est pas fréquente, qui peut se voir en fait chez l'enfant, chez l'adulte, et qui se présente sous en fait une masse peu saillante, rouge-orangée, bien circonscrite, plus ou moins pigmentée selon les cas, et avec une ligne de démarcation qui est très nette, qui est très caractéristique en fait pour faire la part avec d'autres lésions particulièrement malignes. La localisation est souvent du pôle postérieur et avec des tailles différentes, mais surtout en fait on peut avoir des baisses de vision et les gens souvent surviennent à ce stade-là avec des complications telles que l'œdème maculaire, le DSR ou autres. L'angiographie, donc, dans ce cas, va montrer donc, un remplissage assez rapide avec une persistance de cette fluorescine et une coloration diffuse et parfois des pinpoints. L'ICG montre ce remplissage qui est précoce et c'est caractéristique en fait l'ICG pour faire la part en fait diagnostic soit infirmer ou confirmer le diagnostic d'hémangiome choroïdien et c'est très très important pour ne pas le prendre pour un mélanome parce que les conséquences sont lourdes en fait dans un sens ou dans l'autre et c'est donc le phénomène de wash-out qui est très caractéristique en fait de cette pathologie qui existe presque dans plus que de 70% des cas. L'échographie, ça va de soi, ça donne beaucoup d'éléments, cette tumeur random, avec une réflectivité quand même assez importante, ce qui n'est pas le cas, on va faire un tout petit peu la différence avec tout ce qui est mélanome, et c'est une hyperexogénicité donc identique à celle de la choroïde, qui donne donc pas mal d'éléments pour d'excellents radiologues, en fait, qui nous fait cette description, et essentiellement, on va le dire après, il n'y a pas d'excavation choroïdienne. L'ECT, on y revient, donc l'ECT, dans ce cas, ça va montrer un épaississement choroïdien, on a parlé trop de cet épaississement choroïdien et avec toutes les complications conséquentes de l'existence de cette lésion au niveau de la choroïde. L'IRM, ça va de soi, on est en train de faire le diagnostic, on est obligé et parfois obligatoire de faire l'IRM pour montrer cet aspect d'hypersignal en T1 et hyposignal ou isosignal en T2 et aussi caractéristique et du moins pour éliminer toujours le mélanome. Sinon, on passe à la deuxième lésion bénigne, qui est l'ostéome choroïdien. L'ostéome choroïdien, ce n'est pas très fréquent, c'est une lésion ossifiante de la choroïde qui est de croissance très très lente, avec une atrophie de l'épée, et ça se voit souvent, c'est déjà des femmes jeunes, et c'est une lésion sous-rétinienne, jaune-orangée, donc légèrement surélevée, et avec un aspect encardiographique très caractéristique et qui siège au pôle postérieur. Elle peut se compliquer quand même avec, dans certains cas, des baisses de vision, par conséquent, par des néovaisseaux ou autres. L'aspect donc de cette lésion sur le plan angiographique, avec cet aspect hyperfluorescent donc tardive, donc parce que c'est pas une lésion très vascularisée, ou à l'ECG aussi, c'est une hypofluorescence qui est précoce, qui est persistante. Le CT, ça montre carrément une désorganisation donc de l'anatomie de la choroïde, donc ça va de soi, c'est une lésion peu évolutive, ça va montrer aussi le CT avec toutes les complications possibles, DSR ou autres.
L'échographie donne un élément très très important pour cette lésion, pour le diagnostic. En fait, cet aspect très échogène, donc, et il n'y a pas d'excavation, certes, et un aspect de cône d'ombre postérieur qui est aussi très caractéristique de cette lésion. Et ça va de soi, le scanner va montrer cette lésion calcique. Parfois, elle peut être bilatérale, mais c'est très caractéristique sur l'imagerie du scanner. La troisième lésion, donc bénigne, et en fait, c'est le nevus choroïdien. Et on arrive à cette lésion qui va nous simuler beaucoup en fait les mélanomes. Et on a peur de prendre un mélanome pour un nevus et un nevus pour un mélanome. Et ça va de soi pour donc les avancées donc de cette imagerie particulièrement l'OCT pour la différenciation de ces lésions qui est très capitale. Alors, le nevus, c'est très fréquent, c'est 10% de la population. C'est une prolifération mélanocytaire, donc avec un degré de pigmentation qui est variable, avec parfois asymptomatique. Et c'est une lésion plate ou légèrement surélevée, en fait, plus ou moins pigmentée selon les cas. On peut avoir même des nevus sacrum et de diamètre souvent très petit, inférieur à 10 mm de diamètre et de 1 ou 2 mm d'épaisseur, avec des altérations donc de l'épée, des drysènes ou autres. L'angiographie fluorescinique montre cet effet masque, donc, qui, disons, dans les cas caractéristiques, on peut avoir des variations selon les cas, en cas de drysène, de nevus sacrum, etc., ou même la présence de membranes néovasculaires. Dans certains cas, c'est exceptionnel, mais ça pose toujours plus de problèmes, mais ça reste l'aspect caractéristique de fait masquage. L'ICG montre aussi, selon en fait, l'aspect de la pigmentation, l'épaisseur et la vascularisation, donc une hypofluorescence donc presque caractéristique à l'état précoce et tardif. L'OCT, et là, c'est un élément très important. L'OCT va montrer donc cette bande hyper réflective. Bon, il n'y a pas de fléchette, mais ça montre cette bande hyper réflective qui est très caractéristique et qui, a priori, sert pour non seulement le diagnostic, mais aussi pour la surveillance. Et ça nous donne beaucoup d'éléments, en fait, pour s'assurer. On va voir après que ça a beaucoup de valeur sur le plan diagnostic et sur le plan, donc, attitude. L'OCT aussi va montrer donc l'aspect quantitatif de la lésion, de la tumeur d'une façon générale, et elle va donc quantifier et étudier la masse tumorale, et c'est très très important. Et l'OCT a donné beaucoup d'avantages pour en fait la quantification et essentiellement pour les mesures de l'épaisseur. On se basait il y a quelques années uniquement sur l'échographie et l'OCT a montré en fait plus une supériorité énorme parce que ça donne des chiffres par des microns alors que l'écho c'est des chiffres par des millimètres et ça donne un grand avantage non seulement pour en fait l'épaisseur parce qu'on traite en fonction de l'épaisseur de cette lésion qu'on est en train de suivre. Quand ça dépasse les 2 mm, on va le traiter dans tous les cas d'une façon ou d'une autre, d'une part, et d'autre part, c'est surtout en fait de montrer en fait la croissance tumorale petit à petit, si on est en train de, si ça existe, on le surveille. Et ça vraiment une qualité très intéressante, d'autant plus que le CT, vous le faites tous les jours, presque au cabinet, et c'est très facile à le faire. Donc, chaque fois que vous avez un nevus, c'est très fréquent, vous faites le fond d'œil systématique pour d'autres raisons, vous trouvez un nevus, bon, on le surveille avant par un petit schéma, par le stylo, etc. Mais là, avec le CT, ça donne donc toutes les caractéristiques donc, de cette lésion et la surveillance, même sans rien dire au patient, parce qu'il ne faut pas l'affoler à chaque fois que si on prononce des termes en fait très très délicats, et on va les suivre régulièrement et pour montrer en fait dans certains cas une transformation maligne. Et ces transformations en fait, là, ces caractéristiques, c'est une image en fait qui montre les signes de transformation maligne des nevus, à savoir ce qu'on appelle soit les photorécepteurs, c'est des photorécepteurs désorganisés, la présence de dépôts sous-rétiniens ou du liquide sous-rétinien. Et ça, si ça n'existait pas sur l'OCT il y a quelques mois, donc c'est pratiquement un début de transformation et très très important. Donc cette lésion qui peut-être était un nevus va se transformer et c'est le cas. Là, c'est deux colonnes donc, des lésions du fond d'œil. Vous le voyez à droite et à gauche. Donc, ce qui est à droite, c'est bénin. Ce qui est à gauche, c'est bénin. Mais en fait, si vous faites attention, les lésions de la colonne du côté droit, si vous les regardez uniquement sur l'aspect ophtalmoscopique, ils font un peu plus peur, disons, que les lésions du côté gauche. Il n'y a pas la fléchette toujours, mais rien que sur la troisième ligne, en fait, la troisième ligne, ça paraît du côté gauche, c'est vraiment bénin, presque, c'est un petit nevus de rien du tout. Alors que sur son aspect OCT, il y a donc des lésions, des dépôts ou des LSF, donc c'est plutôt malin. Et là, ça c'est capital.
parce qu'on ne va pas laisser cette lésion évoluer. Avec cet aspect d'ECT, ça change enfin la prise en charge. Monsieur Shields aux États-Unis donc, a fait certains facteurs, en fait, des facteurs de risque pour la transformation et essentiellement ces facteurs de risque. Alors vous le connaissez, vous le trouvez. L'épaisseur, à chaque fois, s'il augmente au-delà de 2 mm, la DSR, les pigments orange, quand ça existe, quand ça apparaît, la proximité de la pupille, donc c'est une zone, en fait, quand ça apparaît à ce niveau-là, c'est aussi très suspect, et l'apparition des symptômes fonctionnels tels que de phosphène ou autres, ou de baisse de vision, ça va de soi. Et donc, il a fait l'étude sur un certain nombre de cas, en fait, je me rappelle pas des nombres de cas, mais il a un risque accru de malignité à chaque fois, de 2 fois, si on a un seul facteur qui apparaît. Et ça devient 7,5 fois quand c'est 3 facteurs, et même 27 fois ou plus quand c'est tous les facteurs qui existent. Et donc, ces facteurs-là sont très faciles, essentiellement à l'examen direct et à l'ECT, pour montrer donc des stigmates ou un début de transformation maligne, pour faire en fait la prise en charge dans l'immédiat. Sinon, le mélanome, on arrive au mélanome. Donc, finalement, on a peur tous de ces mélanomes, et on arrive au mélanome. Je reviens, c'est la tumeur intraoculaire la plus fréquente. Donc, chez l'adulte, c'est une diversité de symptomatologie, avec un défi diagnostique qui reste toujours, parce que dans un sens ou dans l'autre, il faut prendre la décision et il faut un faisceau d'arguments clinique, paraclinique et même évolutif, parce que parfois il y a toujours des variétés, il y a toujours des cas atypiques dans tous les sens, que ce soit clinique, que ce soit évolutif, que ce soit même à l'ECT, à l'angiographie, etc. Et donc, ça va de soi donc, de faire vraiment pas mal d'examen et d'exploration pour faire le diagnostic. Et sachez-le que la détection précoce toujours permet d'éviter les métastases, parce qu'à chaque fois que cette tumeur augmente de 1 mm, disons même à l'échographie ou à l'ECT, ça augmente 5% de risque de métastases, peu importe en fait le traitement que vous faites, que ce soit les protons, le traitement conservateur, la chirurgie ou même l'énucléation. Donc, et ça, c'est des statistiques. Donc, 5% d'augmentation de risque si vous laissez évoluer 1 mm en plus en attendant. Bon, l'aspect clinique, c'est les aspects typiques nodulaires que vous connaissez, l'aspect endome en champignon très caractéristique, parfois un aspect diffus qui est quand même un peu plus difficile, mais il faut rassembler tous les éléments pour faire le diagnostic. Sur le plan angiographique aussi, l'aspect donc d'avoir cette donc hyperfluorescence en mode avec l'aspect caractéristique des pinponces et en fait la fluorescence généralisée à la fin de la séquence. L'ICG montre aussi et nous fait la différence avec l'hémangiome, c'est capital, en fait montre cette donc couronne hyperfluorescente donc en péritumoral en montrant la vascularisation choroïdienne au sein de la tumeur dès le départ, donc c'est un mélanome, certes. L'OCT, comme on vient de parler, donc l'OCT va montrer non seulement la masse, la quantifier, montrer tout l'aspect en fait d'hyperfluorescence choriocapillaire, etc., et démontrer aussi donc l'aspect des liquides sous-rétiniens plus ou moins important, parfois qui augmente de plus en plus, l'aspect des Shaggy photorécepteurs et autres, comme vient de parler, les dépôts, etc. Et c'est des éléments en fait du diagnostic positif. Et dès qu'on a ça, donc c'est un mélanome. Donc l'aspect ou bien l'apport de l'ECT en matière de malignité et capital est très important. L'ECT en face, bon, ça aussi, personnellement, on n'a pas ça aussi donc dans notre service. Bon, mais ça montre cet aspect en cas de névus, une zone hyporéflective, et en cas de mélanome, donc c'est l'hyperréflectivité régulière. La même chose, le CTA donc, a aussi des caractéristiques où ça revient toujours à cet aspect d'exploration vasculaire rétinienne, à cet aspect donc, de couronne péritumorale qui a beaucoup de valeur donc, en matière de mélanome. L'échographie aussi, en mode A, ça montre donc les pics initiales, ensuite des échos intermédiaires, c'est pas le cas comme les hémangiomes. Les hémangiomes, c'était des échos intermédiaires très élevés, c'est caractéristique. Parfois, on fait le diagnostic entre hémangiome et mélanome sur l'écho A, et c'est très important. Donc, il faut toujours rassembler tous les éléments possibles et toutes les explorations possibles pour faire le diagnostic final. Donc, et l'écho B montre cet aspect hyperéchogène donc en antérieur avec la zone de Quaid, de nécrose tumorale au centre, et l'excavation choroïdienne caractéristique classique aussi, qui est pratiquement décrite dans presque 95% des cas, et c'est aussi caractéristique.
L'échographie des aspects typiques, l'échographie certes, ça nous aide, on ne va pas le négliger malgré l'OCT, donc ça peut montrer dans certains cas donc l'effraction sclérale, et c'est péjoratif. L'IRM aussi, cet aspect d'hypersignalantien et hyposignalanté 2, qui est aussi caractéristique, et d'extension extrascolaire aussi pour la conduite ou pour la décision thérapeutique. Sinon, les métastases, bon, c'est pas très fréquent, ça existe en fait quand le diagnostic est bien fait, la personne est connue en fait au niveau, c'est chez la femme en fait c'est le sein, chez l'homme c'est les poumons. Enfin, on a fait une thèse dans ce sens, c'était 11% étaient révélateurs. Le reste, en fait, presque le 90%, c'était donc où le cas est connu, donc il est porteur d'une tumeur, soit au niveau du sein ou du poumon, et ça donne donc une lésion jaunâtre au niveau du pôle postérieur, donc plus ou moins saillante en fonction de l'évolution, et souvent au pôle postérieur, c'est multiple et c'est bilatéral. C'est des éléments en fait très caractéristiques et s'accompagnent souvent les gens. Ils sont sous traitement par voie générale par leur oncologue. En fait, ils viennent pour une baisse de vision. On trouve les complications donc de DSR ou autres. L'angiographie va nous aider en fait pour le diagnostic de ces lésions. Et essentiellement, il ne faut pas oublier de faire en fait l'angiographie Whitefield pour voir, parce que c'est des lésions parfois périphériques, quoique la fréquence est au niveau du pôle postérieur, mais n'oubliez pas que c'est souvent multiple et on a plusieurs lésions, non seulement pour le découvrir, mais aussi pour faire le diagnostic, parce que la mélanome multiple, c'est presque ça n'existe pas. En conclusion, donc, les tumeurs choroïdes, si vous retenez quelque chose, en fait, on reste avec les données de l'OCT qui va nous faire la part entre surtout le novice et le mélanome et surtout permettre la surveillance, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et je vous remercie.